Voilà, donc bonjour à tous. Donc merci à tous ceux qui sont présents à cette vidéo pour cette première rencontre avec Thierry Bordage dans le cadre de ce sommet 2023 Apiculture et Conscience sur le thème de coopérer avec l'abeille. Donc je suis Vincent Giraud, je suis organisateur de ce sommet, je suis apiculteur dans les Cévennes et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Bordage, apiculteur en biodynamie en Poitou-Charentes. Et donc, je te remercie chaleureusement, Thierry, pour ta présence et tu vas pouvoir nous enrichir à travers ton témoignage de ton parcours déjà et puis de ton approche de ce lien au vivant et de l'abeille en particulier qui nous interpelle dans cette période assez particulière que nous traversons tous. Tout Merci à fait. encore et puis je te laisse la parole pour te présenter et aborder le sujet d'aujourd'hui. Merci encore. Merci Vincent. Oui. Bien, ben, c'est un peu spécial parce que là, je ne vois pas les personnes qui éventuellement seront présentes. J'ai plutôt l'habitude d'être plutôt en public, hein, c'est vrai, soit dans le rucher ou pour faire des conférences. J'ai juste retracé un petit peu mon parcours. Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Bon, on est nombreux maintenant à être plutôt aussi dans le milieu agricole et peut-être dans l'apiculture, à pas être du tout de ce milieu-là. Mais j'avais le souci de peut-être dans les années 70 d'aller découvrir le monde rural, plus étant citadin hein, d'origine. Et donc j'ai souhaité travailler dans des fermes. À l'époque, hein, dans ces années-là, c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui certainement. En tant que stagiaire, donc je suis allé dans une première ferme. Et étonnamment, dans cette ferme, le grand-père avait des ruches. Et après avoir fait les travaux hein, qui étaient prévus, il m'a dit un jour, bah, tiens, si tu veux venir me donner un coup de main. Alors, moi, j'étais tout content parce que je voyais bien ce pot de miel auquel on pouvait manger le dimanche un petit peu de miel. Bon, j'y suis allé, la fille m'a dit de faire attention. Je sais pas, j'ai pas vraiment su pourquoi elle m'a dit de faire attention, mais j'ai compris après. Et nous la partie avec sa vieille 4L. On arrive dans un endroit, je me demandais bien où étaient les ruches, je voyais rien du tout. Et en fin de compte, c'était des ronces, un bosquet complètement inaccessible. Et on a pénétré là-dedans et j'ai vu au fond, eh ben, une ruche blanche, un peu décrépite. Et il a commencé à sortir le miel. Et j'ai compris pourquoi la fille m'a dit de faire attention, quoi. En fin de compte, lui, il allait qu'une fois par an récolter la hausse de miel. Il sortait le miel et puis il remettait la hausse après, mais jamais, jamais il avait regardé à l'intérieur de la ruche, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma première rencontre concrète. J'avais rencontré enfant ailleurs, dans la campagne des abeilles, mais là, il y a eu quelque chose qui m'a, sans être piqué vraiment, mais ça m'a vraiment intéressé, ouvert. J'avais une vingtaine d'années et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Mais bon, je devais faire des stages. J'ai continué dans d'autres fermes, mais à chaque ferme où je suis allé, il y avait toujours un apiculteur qui passait, où il y avait des ruches sur la ferme. Et quand après j'ai voulu m'installer, ce qui était trop difficile, étant issu du milieu citadin, d'aller s'installer en agriculture, j'ai quand même aidé un ami qui allait s'installer en apiculture dans Charente-Maritime, où je suis aujourd'hui, quoi. Et il avait fait donc ses stages, il avait son BTS, il s'installait et il construisait ses ruches. Donc il avait l'objectif de faire 600 ruches déjà à l'époque, hein, dans les années 80. Et on construisait les ruches et donc il allait petit à petit récupérer tous les petits ruchers que les gens avaient laissés ou les personnes qui arrivaient à la retraite qui voulaient plus s'en occuper. Et donc j'ai aussi de nouveau mis les mains dans les ruches comme ça, mais alors vraiment d'un côté plus professionnel pour lui, quoi. Et j'ai vu donc cet autre aspect. Et le soir, parce que j'étais assez loin de chez moi, donc je restais dormir, le soir, il y avait un livre qui était là, que je potassais pour savoir ce que c'était, parce que je posais des questions forcément dans la journée, mais pourquoi ci, pourquoi ça, et l'abeille, et la reine, c'est quoi, c'est où? Et il m'a montré le livre, là, c'était vraiment la Bible des apiculteurs à l'époque, c'était le livre de Caillasse, Le rucher de rapport. Alors déjà, ça mettait aussi un autre point de vue sur le lien avec l'abeille. Donc lui, il est dans cette démarche-là, mais c'était pour moi intéressant parce que en mettant les mains dedans, j'ai vraiment vu pas mal de choses. Après, je suis parti, j'ai fait autre chose, et quand j'ai eu la possibilité d'avoir un jardin assez grand à la campagne, je me suis dit, ben là, j'aimerais bien avoir des abeilles. Alors, en y pensant comme ça, c'est là aussi une autre approche. Entre-temps, j'ai rencontré la biodynamie. Mais, là, en y pensant, je dis, ouais, j'aimerais bien avoir des abeilles là, comme ça. Et un dimanche, un essaim est arrivé, se poser sur un chêne au fond de la cour, comme ça, un énorme essaim. Enfin, c'était énorme, très gros. Alors, je téléphone à un gars qui était apiculteur, mais il n'est jamais venu chercher l'essaim.
et j'ai vu repartir l'essaim comme ça. Alors ça m'a fait un grand vide intérieur, je dis oh là là, c'était un cadeau potentiel, mais j'ai pas pu y accéder, j'étais pas préparé, en fin de compte, j'étais pas prêt. Et je suis allé acheter mes 2 premières ruches chez quelqu'un là. J'ai commencé, on peut dire moi-même, tout seul l'apiculture, comme ça, ne voulant surtout pas rentrer dans une école où j'ai fait énormément d'erreurs. Mais j'observais tous les jours mes abeilles. Et le problème, c'est que j'étais à côté d'un arboriculteur dans les Deux-Sèvres, ils produisent beaucoup de pommes. Il y avait un arboriculteur. Et j'étais travaillé dans le social à ce moment-là, donc j'allais voir les abeilles le matin, puis je partais, et quand je suis rentré le soir, toutes mes abeilles étaient mortes. Ça, c'était ma 3e expérience, très douloureuse. Déjà, on n'était pas très content d'être près de ces pommiers en chimie. On avait déjà un peu décidé d'aller ailleurs, mais là, ça m'a vraiment décidé à aller ailleurs. Et j'ai dit, ben, moi, je recommencerai vraiment à avoir des abeilles, mais je n'achèterai plus d'abeilles, et puis on sera dans un lieu beaucoup plus naturel. On a changé à 15 km d'où on était, et on a réparé une maison, et en septembre, un peu, quand on était un peu au calme, on se promène dans un chemin, et il y avait un vieux frêne, on a des frênes têtards chez nous qui sont coupés à 2,50 m, 3 mètres de haut, et il y avait un vieux frêne comme ça, mais énorme, vraiment très très gros, et en passant sur ce chemin, j'entends sortir et rentrer les abeilles. Alors, là, je dis, oula, tout d'un coup, c'est où comme ça, et je regarde cet arbre, ce frêne, et à 2 mètres de haut, il y avait 3 petits trous dans cette énorme frêne, et je voyais sortir et rentrer les abeilles. Et j'ai dit comme ça, ben, les abeilles, si vous voulez, l'année prochaine, au printemps, moi, je vous accueille. Bon, l'hiver est passé. Au printemps, il y a toujours plein de choses à faire. Et puis, c'est des enfants qui étaient un jour en balade dans le jardin. Je ne sais pas, il devait y avoir des fraises, certainement à manger, qui reviennent en disant « Ah, il y a un énorme essaim dans le jardin ». Et donc, le premier essaim que j'ai récupéré, comme ça, sortait de ce tronc, et vraiment à disposition, là, à 50 cm du sol. J'avais qu'à mettre la ruche en dessous. Et j'ai commencé l'apiculture comme ça, en me disant, ben maintenant, je vais vraiment essayer de rencontrer l'abeille différemment. Mais je ne connaissais pas assez, puis je ne connaissais pas grand monde dans le coin. Alors, je fais le rucher école. Ça, c'est la 4e expérience pour voir un peu ce qui se passe au rucher école local, fait par un syndicat, où j'ai vu ce que proposait le syndicat. J'ai essayé de proposer d'autres choses, mais ce n'était pas entendable. Donc j'ai vu aussi un petit peu tout ce monde de l'abeille, parce que quand on parle des abeilles, les gens rêvent un petit peu, ils trouvent que l'abeille c'est quelque chose de naturel, tout est pur, tout est beau, mais en fin de compte, quand on regarde dans le détail, c'est pas aussi bucolique que ça, l'apiculture, pour certains professionnels en tout cas. Alors fort de tout ça, j'avais quand même rencontré dans les années 70 à peu près, un congrès de nature et progrès à Paris. J'avais rencontré la biodynamie tout à fait par hasard. J'allais à ce congrès sans trop connaître un peu ce qui s'y passait. C'était en 77. Et j'ai rencontré des apiculteurs qui parlaient de la biodynamie autrement. On parlait de la biodynamie. C'était l'époque où il n'y avait pas de division dans le monde de la bio. Il n'y avait qu'un seul monde de la bio. C'était Nature et Progrès qui organisait les congrès. Et il y avait une personne qui était là, allemande, qui présentait ses recherches sur les mouvements de la Lune et l'influence, on peut dire, de la Lune sur la culture des pommes de terre. Bon, c'était tout en allemand, c'était traduit avec des diapositives. Je disais, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi. J'étais jeune. Et en fin de compte, j'ai rencontré la biodynamie comme ça. Et à force de faire des liens entre le jardin, l'idée d'organisme aussi, c'est ça qui est important, l'idée d'organisme, j'en suis arrivé à petit développer une apiculture beaucoup plus proche de l'abeille, sensible, sans trop de théorie, mais avec une approche beaucoup plus vaste que uniquement une abeille de production et en lien avec vraiment tous ces liens dans la nature. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que c'est que la biodynamie à travers cette découverte? Selon toi, c'est apparu dans les années 1920-1930, je crois. Alors, la biodynamie est issue d'un courant de pensée, une philosophie qui tient compte de l'être humain sur la Terre avec tout l'environnement. On parle des 4 éléments, bien sûr, beaucoup. C'est lié à une suite historique aussi de l'agriculture depuis la Mésopotamie, la Grèce, la Rome, un petit peu comme ça, et au Moyen-Âge, un petit peu les débuts on peut dire des sciences agricoles. Et en fin de compte, c'est un peu un condensé de toutes ces connaissances, on peut dire de pratiques des paysans,
Et en même temps, avec un élargissement sur les rayonnements par rapport aux forces de la Lune, qui étaient connues, hein, de toute façon, jardiner avec la Lune, ça a toujours été utilisé par les anciens, mais en même temps, en rajoutant en même temps l'influence du cosmos avec les planètes et puis le zodiaque. Donc c'est vraiment un très grand élargissement. Et en 1924, hein, Rudolf Steiner, hein, on lui avait demandé à cette personne qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu déjà, hein, on pourrait améliorer cette production qui devenait un petit peu plus liée à l'usage de produits chimiques. Hein. Depuis 14-18, on utilisait les produits chimiques, ça se mécanisait et les personnes avaient déjà perçu qu'il y avait une baisse pas de rendement vraiment, mais de qualité plus dans l'alimentation et dans la fécondité des animaux. 1924 hein, quand même. Hein. Et donc, en y réfléchissant, il a amené, on peut dire, une sorte de concept global avec la base vraiment de cette idée-là, c'est l'organisme agricole. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble. Si on regarde uniquement un arbre dans un paysage, qu'on l'isole, on ne voit pas l'ensemble de sa vie, puisqu'il est lié au paysage. Il y a le sous-sol, il y a la vie du sol, mais il y a aussi tout ce qui se passe alentour. Et la ferme est conçue un peu comme un tout, dans lequel il y a un idéal, bien sûr, auquel on n'accède pas forcément tout de suite, mais on tend à créer un organisme où on va trouver un peu le minéral qui est présent, le végétal et l'animal, toujours le végétal et l'animal ensemble, et avec le petit bois, la mare, et puis tous les animaux hein, de la basse-cour jusqu'à l'abeille, comme ça. Et l'abeille a sa place dans cet organisme agricole. Pas forcément pour en faire un élevage de production, mais elle a au moins sa place, comme on a dans la nature des animaux qui sont sauvages. Et elle, l'abeille, on ne sait jamais si elle est sauvage ou domestique, hein, en fin de compte. Hein. D'accord, c'est comme un écosystème, en fait, local. Voilà, c'est ça. Avant tous ces termes de biodiversité ou d'écosystème, Rudolf Steiner avait donné vraiment cette image-là de l'organisme agricole dans lequel l'homme un petit peu met ensemble les choses, mais en lien avec le lieu où il est. Il ne va pas imposer quelque chose qui ne correspond pas à la nature du sol, et il va essayer de faire qu'il y ait une harmonie, une relation entre tous ces éléments-là. Et là, ce qui va différencier, ce qui est le début de l'agriculture biologique, mais ce qui va différencier ensuite, c'est qu'il a amené une idée de dégénérescence naturelle hein, des forces de vie qu'il y a sur Terre et qu'il fallait réamener des forces de vie. Il a proposé des préparations biodynamiques qui sont comme une sorte de soin homéopathique pour la vie du sol, ce dont on se rend compte aujourd'hui avec les fameux micro-organismes, hein, dont on ne parlait pas à l'époque comme ça, on parlait que de bactéries à peu près. Hein, et il amenait, on peut dire, un ensemencement dans le sol de force dans laquelle ces micro-organismes vont se régénérer et servir la plante, hein, et en même temps une préparation pour l'atmosphère. Donc avec ces deux préparations, et pour le sol, et pour l'atmosphère. Après, il y a d'autres préparations qui ont été proposées pour le compost, hein, et ce qu'on appelle ensuite reprendre ces préparations-là et les dynamiser. Là, on n'est plus dans la quantité de substances, on va être dans la qualité, comme avec l'homéopathie. L'homéopathie, pour certains, il n'y a aucune substance, il n'y a que de la force hein, ou de l'énergie. Et donc, il amène cette notion-là, qui en même temps est suite à Hahnemann qui avait présenté l'homéopathie. Et donc, quand j'ai rencontré la biodynamie, ça correspondait un peu à ce que je cherchais, sans le savoir vraiment, mais ce que je cherchais, c'est faire ce lien-là, du lien de l'homme, du respect de l'homme avec son environnement, la connaissance, parce qu'on travaille beaucoup sur l'observation hein, du végétal, de l'animal, dans son milieu, avant de porter une action, avant d'agir éventuellement. Avec cette idée-là aussi de commerce, hein, c'est pas un lieu fermé, même si ça s'appelle une ferme au départ, c'est pas un lieu qui est fermé, il est toujours en interaction avec l'extérieur, et ce lien du commerce aussi qu'on nomme aujourd'hui le commerce équitable. Et donc la part des consommateurs est très importante pour venir sur les fermes, observer ce que les gens font d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Ils ont besoin d'avoir un contact avec les producteurs. Comment vous travaillez, c'est où, et pas acheter un produit qui a fait traverser des fois toute la France, et même des fois plus de pays, sans savoir qui l'a produit et comment c'est fait. Et donc c'est créer du lien constamment. La biodynamie, c'est pour mettre en relation, créer du lien. D'accord, que ce soit le lien avec l'environnement immédiat ou avec comment dirais-je, la fraternité de nos semblables. Il y a cette idée-là, un peu les bases de la biodynamie, c'est vraiment l'idée d'organisme,
ce lien avec le cosmos, ce lien avec les rythmes cosmiques. On travaille beaucoup sur ces rythmes. On a un atelier d'observation depuis quelques années comme ça, sur les rythmes, pour voir entre cette théorie, il se pourrait que, mais on va vérifier directement l'influence, ce qu'a fait Maria Thune pendant des années, à observer le Smith-Carotte avec une lune à tel espace, et puis quelle incidence sur le développement de la plante. Et là, aujourd'hui, on travaille sur les qualités de l'aliment avec des observations, non pas de la substance, de la quantité, mais vraiment qu'est-ce qui rayonne de force de vie à l'intérieur de l'aliment. Et là, c'est vraiment quelque chose en devenir qui va amener un changement complet dans l'alimentation de toute façon, et dans l'attitude aussi vis-à-vis du vivant. On parle beaucoup aujourd'hui du respect de l'animal. On a un peu quelques soucis des fois aussi avec les personnes qui voudraient ne plus, que l'on n'utilise plus l'animal. D'ailleurs, c'est une des questions. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait y répondre dans ce séminaire. Est-ce que le miel est un produit animal? Parce que c'est pas du lait, c'est pas de la viande. Voilà, c'est un animal qui agit pour faire du miel, mais est-ce que c'est un produit animal? Toute une question. C'est bien de poser des questions, en fin de compte. On n'a pas toujours des réponses, mais en tout cas, on peut poser des questions. L'important, c'est de chercher. C'est ça qui est important. Et donc, tu nous dressais un tableau par rapport à l'agriculture biodynamique. Et comment ça s'est transposé chez toi sur l'apiculture, par rapport à ces rythmes, par rapport à justement l'environnement immédiat du rucher, par exemple, et puis les rythmes dont tu parles au niveau lunaire, au niveau du cosmos. Comment ça peut être transposable en fait dans une activité d'apiculteur? Comment toi, tu as pu réussir à faire quelque chose? Bon, d'abord, j'ai rencontré des personnes qui déjà pratiquaient depuis pas mal d'années. Et en fin de compte, c'est l'arrivée du varroa dans les années 80, parce que moi, j'ai découvert vraiment l'apiculture avec mon ami dans les années 80, juste avant l'arrivée du varroa. Moi, j'ai connu un peu l'apiculture avant. Et ensuite, quand je suis allé au fameux rucher école, et voilà, la réponse était tout de suite, il faut tuer le varroa, quoi. Et on voit que depuis que le varroa est arrivé, il y a toujours du varroa. On n'a jamais éradiqué le varroa. Donc, est-ce qu'on s'est posé la bonne question, On n'a pas trouvé encore de solution pérenne. On n'a pas trouvé de solution parce qu'on ne cherche pas au bon endroit, peut-être. Peut-être aussi. On trouve ce qu'on cherche. Et donc là, la réponse a été mécanique. Et je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai des grilles pour laisser tomber les varrois, bien sûr, pour observer surtout. Mais on ne s'est pas posé la question pourquoi le varroa était là. On a dit le varroa, il est en train de détruire, ce qui est vrai. Donc il faut le tuer. Mais en même temps, on ne connaissait pas. Cet insecte, cet être, l'être du varroa, on ne le connaissait pas. Et grâce à l'arrivée du varroa, on a découvert beaucoup plus de choses sur l'abeille, sur le comportement des abeilles et sur le varroa aussi, mais aussi on a fait des études beaucoup plus intéressantes, moi je trouve, jusqu'à Thomas Seeley, que certaines personnes connaissent peut-être, ce scientifique américain qui a écrit La démocratie des abeilles. C'est vraiment un livre de base, quoi. S'il y a un livre de base qui est le cours d'agriculteur qu'a donné Rudolf Steiner, il y a aussi un livre de base de l'observation de Thomas Seeley. C'est fantastique ce qu'il a pu observer. Il n'est pas aimé de tous les apiculteurs professionnels par rapport à ce qu'il propose. Mais vraiment, il montre vraiment ce que moi je cherchais. J'avais peut-être l'intuition que l'abeille pouvait peut-être trouver une solution, elle. Mais bien sûr, quand on est professionnel, on va mourir ses colonies, comme avec le frelon asiatique. On veut faire quelque chose, c'est logique. Mais on n'a pas cherché ailleurs quand même. Et moi, j'étais sûr que les abeilles pourraient, comme le montre Thomas Seeley, trouver un comportement différent. Mais grâce aussi à la biodynamie, c'est une façon d'observer et peut-être aussi de se mettre en lien aussi avec l'animal. C'est-à-dire qu'on observe l'animal dans sa globalité, on pose la question vraiment, mais qui es-tu, que fais-tu, qu'est-ce qui se passe réellement? Et on attend ces réponses. Bien sûr, ça peut paraître un peu loufoque pour certains, parce que la réponse n'est pas tout de suite immédiate. Ça, c'est vrai. Mais moi, ça fait plus de 15 ans que je ne mets plus aucun produit dans les ruches. J'ai fait, parce qu'au début, j'ai fait ce qui était dit en bio, et même ce qui est dit pour la biodynamie, mais je ne le fais pas. Parce que si je veux vraiment observer comment les abeilles vont vivre, s'adapter, pour moi, c'est l'idée d'adaptation, de métamorphose. Si j'interviens avec des produits, je ne vais pas avoir une vraie observation. Je ne suis pas un professionnel. J'ai la chance de ne pas devoir produire du miel pour gagner ma vie, quoi. Je gagne ma vie en parlant des abeilles, éventuellement. Pas toujours, mais peut-être. Et donc, le lien avec la biodynamie, c'est vraiment cette démarche d'observation
d'attitude empathique aussi, neutre. C'est pas facile, hein, parce que quand on aime ces animaux, on souffre de les voir mourir comme ça, et on a une sorte de colère, on en veut à l'agriculteur et autres, et on n'est pas attentif ou assez réceptif, on peut dire, à ce qui peut se passer. Et donc j'ai osé faire ça. Et les stages que j'anime, les gens sont assez étonnés. Je leur dis, voilà, si vous voulez voir des varrois, je peux vous en montrer. Moi, j'en ai, quoi. Je ne dis pas que j'ai pas de varrois. Je dis, moi, j'en ai, on les regarde. Il y en a quand même, forcément un peu. Mais regardez comment les abeilles, elles vivent. Quoi. Comment elles font. Elles arrivent à vivre avec. Mais tout a changé complètement. Ce qu'il y a dans les manuels d'apiculture, c'est plus du tout valable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle apiculture qui est en train de naître. On est des centaines de personnes à avoir découvert ça, à avoir accompagné ça, pas forcément au biais des amis, mais on a découvert qu'il y avait quelque chose qui était en mouvement, on accompagne ce mouvement-là. Et donc ça va sur plein d'aspects, comme cet organisme-là, comme la ferme, c'est un organisme, et à l'intérieur de cet organisme, on peut dire cette colonie d'abeilles, cette entité-là, a un rythme de vie, il y a des organes dont je parle, comme ça, chaque abeille dans son développement, quand elle naît, elle a toutes les fonctions dans la ruche, et c'est l'organe des nettoyeuses, des nourrices, ainsi de suite. On regarde ça comme ça. Ce qui fait qu'ensuite, quand on apprend dans les manuels que pour faire un essaim, par exemple, on prend plein d'abeilles d'une ruche pour les mettre dans une autre, des abeilles d'une autre ruche pour les mettre dans celle-là, on crée un essaim. Qu'est-ce qu'on met comme abeille? On a plein d'abeilles, mais est-ce qu'on a vraiment tout ce qui est bon pour créer un organisme? Non. C'est une sorte de greffage, un peu comme des opérations que l'on aurait. On nous mettrait un foie, un rein, un poumon d'un côté. Il faudrait qu'on fasse une entité avec ça. C'est très compliqué. D'ailleurs, il y a des rejette, nous, si on ne veut pas. L'abeille, elle arrive quand même encore à faire ça. Mais ça lui demande un énorme effort et ça l'affaiblit. Et à un moment où elle est affaiblie, c'est là où toutes les maladies peuvent apparaître et le varroa peut prendre plus de force. C'est l'idée. Donc, si je n'interviens pas, que je ne casse pas la globalité de cet organisme, je lui donne plus de force, même s'il y a du varroa, même s'il y a des frelons asiatiques, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le lien. C'est vraiment garder la cohésion en fait, de l'organisme dans sa globalité, en fait, avec ses propres ressources. C'est un petit peu ça. Voilà. Ça n'empêche pas d'intervenir quand il faut intervenir. Mais après, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Steiner avait dit vraiment, parce que c'était le début du greffage des reines en 1912, et un monsieur était venu parler de ça, monsieur Muller, pour ceux qui connaissent le livre. Monsieur Muller était venu présenter comme l'avenir de l'apiculture. Il le dit d'ailleurs. Il dit l'avenir de l'apiculture, ça va être ça. Il parle de l'élevage des reines, et c'est vrai. Il dit ça marche très très bien. Et Rudolf Steiner lui répond à ce moment-là, ça ira très bien un certain temps, mais il n'y aura pas 80 à 100 ans avant qu'il y ait de graves problèmes. Parce qu'on agit directement sur l'être de l'abeille que tu évoquais au début comme ça. On arrive directement là-dessus comme ça. On va modifier quelque chose et cet être-là, il va perdre ses forces de vitalité. Et à ce moment-là, cet organisme-là sera toujours déficient. Et il faut toujours qu'on intervienne de plus en plus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les éleveurs sont obligés de changer les règles constamment. Et pour toi, cette perte de vitalité de l'essaim, elle est due à quoi exactement? C'est-à-dire, c'est un petit peu... il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme par rapport à l'être humain, mais sinon on a une vie saine, qu'on a des activités physiques, on a des activités... je veux dire, artistiques, des relations, qu'on ne s'épuise pas non plus dans des métiers qui sont destructeurs un petit peu de force de vie, on va être beaucoup plus résistant quand il y aura un gros problème. On l'a vu dernièrement, quand arrive une épidémie quelque part, ce n'est pas les meilleurs qui restent, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des organismes qui vont pouvoir... s'adapter, se transformer, ça n'empêche pas de souffrir, puis d'avoir peut-être des lacunes ensuite, mais on va pouvoir passer le cap, alors qu'on s'aperçoit que plus on rend fragile un organisme, on le voit avec les enfants aussi dans les écoles, ils sont hyper fragiles et susceptibles de plein de fragilité et susceptibles d'attraper et des maladies, mais aussi des transformations dans les comportements dans nos sociétés. On voit que plus il y a de maltraitance, je dirais, parce qu'on ne reconnaît pas une individualité, comme l'abeille par exemple, elle va avoir moins d'adaptabilité. C'est ce que dit Thomas Sillet dans son observation au bout de 30 ans. Il pensait ne plus retrouver de colonies d'abeilles, puis qu'elles se seraient africanisées éventuellement. Et en fin de compte, c'est complètement l'inverse. Donc lui, dans sa pensée scientifique, il a suivi le processus dans sa tête, mais il est allé vérifier sur place, heureusement d'ailleurs,
et il a été complètement étonné. Et comme il a pu faire des analyses au niveau cellulaire, il a vu que cet organisme-là avait changé quelque chose au niveau cellulaire et s'était adapté et essaimait beaucoup plus. Ça, c'était le grand changement. Il essaimait beaucoup plus et la colonie qui restait dans l'arbre, en fin de compte, finissait par mourir complètement. C'est difficile pour un éleveur d'accepter ça. Et donc, moi, en observant ce qui se passe dans mes colonies, puis pour d'autres, avec d'autres personnes, on a exactement le même phénomène. On laisse essaimer, on récupère des essaims, et celles qui restent souvent meurent, quoi. Et donc, en fin de compte, c'est sa façon à elle qu'elle a trouvé l'abeille, cet être l'abeille, elle a trouvé cette façon-là pour continuer et en s'adaptant. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait possibilité d'accompagner justement cet être abeille. De quelle manière, en fait, on peut l'accompagner justement au fil de la saison pour justement qu'elle garde à la fois son intégrité et en même temps qu'elle puisse développer des ressources comme celles, par exemple, qui sont liées à la présence de varroa. Ben là, dans les stages que j'anime, c'est vraiment souvent avec les 4 saisons. On peut dire que la saison qui commence au printemps, on a cette expansion de l'organisme qui commence de plus en plus tôt, d'ailleurs maintenant, ce qui pose problème. Ça commence de plus en plus tôt, donc on accompagne cette expansion, mais on ne va pas stimuler ce que j'avais appris au rucher école, d'aller stimuler en nourrissant pour qu'il y ait plus de butineuses, pour qu'il y ait ensuite plus de miel et ensuite plus d'argent. On va laisser faire cet organisme qui va vraiment, lui, s'adapter. Parce qu'on voit qu'avec les changements climatiques, les productions de nectar sont complètement différentes. Et si moi, je fournis la nourriture à une colonie pour que ça soit plus grosse et qu'ensuite il n'y a plus rien à manger, soit la colonie va dépérir, soit je vais devoir la nourrir, ce qui se passe pour les pros, quoi. Et donc on laisse, on observe, on laisse, ce qui n'empêche pas de préparer une récolte non plus. Je laisse faire ça et je stimule, moi, plutôt Alors, je fais à l'encontre de ce qu'il y a dans les manuels, je suis un très mauvais apiculteur, parce que je laisse essaimer mes colonies. Alors, pour certains qui arrivent, c'est « Ah bon, tu n'enlèves pas les reines et tout », parce qu'il y a d'autres techniques, comme ça, on enlève les reines. Non, je laisse faire, mais moi, je suis présent, par contre. Je n'ai pas 600 ruches. Je suis assez présent pour pouvoir récupérer mes propres essaims, ou on m'appelle pour récupérer d'autres. Et je récupère ces essaims qui, du coup, c'est un processus naturel, l'essaimage. Quand on regarde faire un essaim essaimé, on voit que l'organisme va se dilater, il va donc se préparer pour qu'il y ait beaucoup d'abeilles. Quand la moitié vont sortir avec la vieille reine, il en reste assez pour que notre colonie puisse continuer. Et quand on regarde dans les manuels, on dit que la colonie essaime parce qu'il n'y a plus de place. Oui, c'est vrai, matériellement, c'est vrai, il n'y a plus de place. Mais la colonie essaime parce qu'elle a besoin de se régénérer, en fin de compte. C'est une reproduction asexuée, on peut dire, à l'essaimage. C'est une division d'un organisme en 2 parties, mais qui sont différentes. Alors que si on prend la division d'une cellule, on a exactement la même cellule. Là, on a 2 parties différentes. Ce qui fait que quand on parle de l'être de l'abeille dans la ruche, cette reine qui s'en va laisse place à un nouvel être qui va pouvoir venir s'incarner, on peut dire même dans cette ruche, qui est la future reine, quoi. Mais si dans l'environnement, il y a besoin de plus d'abeilles parce qu'il y a un manque, cette colonie va essaimer une 2e fois, quoi. Parce qu'il y a besoin de présence d'abeilles, pour amener ses forces de vie, ce qu'on dit nous en biodynamie, elles amènent vraiment ses forces de vie en dispensant de l'acide formique un petit peu partout dans la nature, comme ça, pour que le végétal puisse se développer harmonieusement. Donc la nature a besoin des abeilles, comme elle a besoin des renards, des aigles, ou ainsi de suite. Elle a besoin de tout ça. Mais l'homme, dans son travail, il a un petit peu sélectionné, enlevé ce qui le dérangeait, pour ne laisser que ce qui est profitable pour lui. Et là, ça crée un déséquilibre. L'abeille, elle a la chance encore de pouvoir essaimer naturellement, puis d'aller vivre dans un arbre si elle a besoin, ou d'aller ailleurs. Et étonnamment, on peut avoir l'impression de perdre quelque chose quand on va sortir un essaim, ça m'est arrivé, puis de ne pas pouvoir l'attraper, se dire « Oh, zut, j'espère que c'était ma meilleure ruche », ainsi de suite. Mais si on inverse la pensée, on se dit « D'accord, mais moi j'ai commencé avec un essaim qui est arrivé chez moi, donc il est bien de partir de quelque part. Donc là, peut-être que cet essaim-là va profiter à quelqu'un d'autre. » Alors là, on est dans la dimension sociale, quoi. Et c'est là où l'abeille a ce rôle intermédiaire dans la nature, elle fait du lien entre tout et entre les gens, quoi. Donc on accompagne comme ça au printemps l'essaimage, on récupère les essaims, et avec les cellules de reine naturelles qui ont été faites, là on peut faire des essaims artificiels avec le reste de la colonie qui est là. Donc on peut faire 3 essaims avec une colonie, quoi. D'accord, donc là tu fais la division et tu considères que les colonies, elles gardent quand même leur équilibre et leur cohésion en termes de population et d'individus. Parce que la reine a été élevée dans une cellule uniquement pour elle dès le début. On n'a pas pris un œuf, parce que sur 16 jours,
on prend un œuf qui a 2 jours et demi, donc ça fait quand même une grande quantité de jours, si on compare à l'être humain avec le nombre de mois. C'est comme si on prenait un bébé élevé dans une éprouvette et puis qu'on l'introduisait ensuite. Hein. Là, on va sortir la reine, alors que la cellule est ronde. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette image-là, une cellule ronde, complètement solaire. Elle a passé quand même 2 jours et demi dans une cellule hexagonale qui est beaucoup plus des forces minérales. Et c'est ce qui va avoir une action sur la fécondité de la reine ensuite. Donc on privilégie ces cellules de reine naturelles. D'accord. Quitte à diviser la colonie en plusieurs parties, c'est pas un souci au niveau de la cohésion de. Là, c'est fini, parce que l'organisme, c'est déjà parti, la vieille reine est partie, et là, c'est quelque chose en devenir, 1, 2 ou 3. Hein, c'est quelque chose qui est en devenir. Hein, voilà. D'accord. Donc, ce qui est en devenir peut être partagé et divisé, selon toi, par rapport à des essaims. D'accord. Parce que la reine n'est pas encore née et n'a pas encore été fécondée, quoi. D'accord. On sait que, justement, l'odeur dans la colonie, c'est lié à la reine, et tant qu'il n'y a pas la nouvelle reine, la colonie n'a pas vraiment une nouvelle entité, quoi. Elle n'existe pas encore vraiment. D'ailleurs, c'est une tension à ce moment-là. Hein, dans le schéma que je propose, il y a vraiment une tension, un chaos. Mais c'est grâce à ce chaos-là que quelque chose de nouveau peut apparaître, quoi. Et ce n'est pas de la sélection à rebours. On n'enlève pas ce qui nous dérange. On prend ce qui vient comme ça à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc, il n'y a aucune sélection, même massale, qui est effectuée par ce type de division. On va quand même sélectionner les colonies qui sont quand même plutôt faciles à manipuler. Il ne faut pas exagérer non plus. On n'est pas maso. On va sélectionner. Hein, et celles qui sont vraiment nettoyeuses, qui montrent que de toute façon, elles ont une qualité de ce qu'on fait d'ailleurs pour les autres, hein, d'ailleurs dans le greffage. Hein, vraiment cette qualité de propreté à l'intérieur de la colonie. Ça se voit tout de suite, une colonie qui est très nettoyeuse. Pas forcément productrice de miel, il faut quand même produire du miel, mais vraiment d'abord cette qualité-là d'hygiène et de douceur. On sélectionne quand même la douceur. Mais on sait bien aussi quand même que ceux qui produisent beaucoup de miel, souvent, ce n'est pas les plus sympas. Hein, dans les colonies, on l'a vu cette année. Hein. C'est un challenge. Quoi. Donc ça, c'est le processus, on va dire, au printemps, au moment des sémages. Et ensuite, dans les autres périodes de l'année, entre l'été et l'automne, quelles sont les étapes d'accompagnement justement de l'abeille que vous pratiquez en biodynamie ou que tu pratiques toi? Donc là, moi je ne pratique pas la transhumance, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où il faut quand même emmener les ruches dans les endroits où il y a de la nourriture quoi, hein, de disponible pour elles. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'apiculture et puis qu'il n'y a rien à manger hein, pour les abeilles. Donc si on peut transhumer ces ruches pour leur offrir plus de nourriture, pas pour récolter plus de miel, c'est deux attitudes différentes. Ça peut être combiné ensemble, mais on va leur proposer d'aller dans des endroits où elles vont trouver une nourriture variée. Ça, c'est le deuxième aspect qui est très important. Avec le problème des monocultures, autour de chez nous ici, on a surtout des monocultures de colza et de tournesol. Heureusement qu'on a des bois avec des châtaigniers et quelques acacias, mais on n'est pas dans les Cévennes, par exemple, ou dans d'autres pays où c'est plus vaste un petit peu. Tant que ça commence quand même à changer un petit peu partout. Donc, on va planter un maximum d'arbres et d'arbustes qui vont offrir du pollen toute l'année, par exemple. Hein, c'est une étude suisse qui avait été faite, hein, vraiment, pour montrer que les essaims arrivaient à se régénérer beaucoup plus vite, à élever des abeilles qui allaient être beaucoup plus résistantes, parce qu'il y avait une quantité de pollen variée importante. Ce n'est pas la quantité du pollen, c'est plutôt la qualité toujours, mais avec une grande variation dans les pollens. Si on a un pollen uniquement de colza ou de tournesol, nos colonies vont être faibles. Donc, on va favoriser les plantations, toutes les labiers. Hein. On a beaucoup de plantations de romarin, de lavande. Et dans le jardin, par exemple, je laisse pousser énormément les bourraches, parce qu'il peut faire sec ou avoir un temps froid et humide, on aura toujours du monde dessus, quoi. Et aussi tous les arbres fruitiers, ça c'est évident, hein. Toutes les rosacées sont importantes pour les abeilles. Et donc à l'intérieur de la colonie, on peut observer quand on fait les visites, on regarde les cadres, et on voit toute cette variété de pollen, de toutes les couleurs, avec les arbres, parce qu'il y a des forêts à côté, ça c'est très important, les bouleaux, les noisetiers, les peupliers, ça c'est vraiment très 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 important d'avoir cette variété-là. Ça c'est la deuxième chose. On veille à ce qu'il y ait de l'eau de qualité. Alors ça, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une eau de qualité pour les abeilles, vu qu'elles consomment quand même beaucoup d'eau. Et ensuite, c'est surtout la visite d'automne. Bon, il y a la récolte. Hein. On veille à la récolte, par exemple, avec le calendrier, justement lunaire. On veille à ce que ce soit un jour favorable, parce que les viticulteurs ont tout de suite compris que la biodynamie, hein,
au niveau des saveurs, des textures aussi, on peut dire des sensations que vont avoir les œnologues. Ils ont tout de suite perçu des grandes subtilités dans les vins. Donc dans les miels, on peut exactement avoir la même chose. On va privilégier vraiment le jour qui est dit de jour fruit dans les calendriers. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y aura moins cette tendance à l'humidité. On sait que l'humide, c'est pas très bon pour le miel. Et on va avoir toutes ces qualités solaires et de chaleur. Comme c'est la ruche, pour nous, c'est vraiment un organisme de chaleur et de lumière. Et donc, on va retrouver dans le miel ce que disent les clients quand ils achètent le miel chez moi. Ils disent, oh, ben, c'est un des meilleurs miels, alors que c'est pas, pour moi, c'est pas vrai. Mais eux, ils ressentent qu'il y a autre chose que dans le miel, même dans un magasin bio. Ce n'est pas des critiques que je fais. Mais eux, ils le sentent au goût, quoi. Et ça, c'est bon. Le client, et lui, il nous dit toujours un petit peu où on en est. C'est pas nous. Nous, on n'est pas très objectifs. Donc, on veille, parce que je peux le faire. 2-3 jours, je peux très bien récolter tout le miel. Et puis ensuite, attendre 2 jours pour qu'il ait une densité de qualité, pour avoir une cristallisation très fine tout au bout. Et donc après, je peux mettre en pot dans un jour, on dit jour racine dans le calendrier. Donc quand au printemps, je veux accompagner mes colonies pour l'essaimage, je vais plutôt ouvrir les ruches en jour fleur dans le calendrier pour faire du miel en jour fruit. Et ensuite, quand je veux aller pour la visite d'automne, je vais aller plutôt dans un jour racine parce que la colonie à ce moment-là va se concentrer pour l'hiver. D'accord. Donc en fait, tu utilises le calendrier de Maria Thun en fait pour pouvoir intervenir sur les colonies et sur les actions qui sont nécessaires pour les travaux apicoles. Alors des fois ça marche pas parce que moi, si 3 semaines avant je dis la récolte je vais la faire là, s'il pleut ce jour-là, j'attends, je suis pas fou. Donc pour toi, c'est accompagner les abeilles, c'est vraiment tenir compte de ce calendrier pour les actions d'intervention sur les colonies. En plus de l'observation que tu fais systématiquement pour vérifier l'adéquation entre ce que tu veux faire et la disponibilité quelque part des colonies à ça. Oui, tout à fait. Puis la météo locale. Comme pour mon jardin, quand je suis arrivé dans le village, j'ai regardé le vieux paysan, comment il faisait, et le jour où il mettait ses patates dans la terre, moi je les mettais aussi, parce que je savais que lui, il avait raison. Même avec mon calendrier, j'ai pas toujours raison. Mais je veux dire, c'est un guide. C'est pas quelque chose de figé, ça nous donne une direction, quoi. Et ça, c'est aussi important parce que à long terme, on va développer des qualités, et on va le retrouver quand il y a des problèmes justement climatiques. Par exemple, des grandes tempêtes, on va avoir des plantes qui vont souffrir, qui vont être cassées, elles vont se régénérer beaucoup plus vite grâce à ça. Et puis à la visite d'automne, nous, on va privilégier vraiment pour que cet organisme, il ait on peut dire, tous les potentiels pour passer l'hiver et qu'il y ait une colonie en force vraiment au printemps avec de jeunes abeilles qui ont passé l'hiver et qui sont fortes. Donc il faut qu'il y ait du pollen de qualité, on retrouve encore l'histoire de pollen, on leur laisse toutes leurs réserves et actuellement maintenant on réduit les volumes parce que les colonies sont beaucoup moins populeuses, exactement ce que dit Thomas Sillet. Pour des ruches d'Adam, j'ai des ruches en paille aussi, mais pour des ruches d'Adam, on s'aperçoit qu'on est sur 8 cas tranquillement maintenant pour passer l'hiver. Rien à voir avec les grosses colonies. Et tu mets des partitions isolantes Voilà, partition isolante avec du laine, de la laine de bois, d'autres personnes mettent de la paille, de seigle, et on laisse passer, quand on a fait la visite, on met la grille pour les frelons asiatiques, et on laisse passer tout l'hiver comme ça. Si vraiment il y a des colonies, parce qu'il arrive qu'il y ait des essaims qui sont faibles, là, on rajoute un cadre de miel, si on en a mis de côté, pour donner plus de force à cette colonie quand on en aura besoin. Elle a surtout besoin au printemps de réserve. Et si au cours de l'hiver, qui sont de plus en plus tièdes, elles mangent de plus en plus, il n'y a pas eu assez de réserve, éventuellement ça peut arriver. Là, on s'autorise à mettre du candy, de toute façon, bio. C'est pas. D'accord. Il ne faut pas laisser les colonies mourir de faim au nom des idées, c'est pas ça. Il faut vraiment ressentir. Mais nous, on pèse les ruches, on les ouvre presque plus. On pèse la ruche, on écoute vraiment, on essaie de ressentir vraiment sa vitalité. J'aimerais revenir sur. J'aimerais revenir sur la partie varroa, qui je pense intéressera beaucoup d'apiculteurs. Donc tu disais que depuis des années, donc il n'y a plus de traitement contre varroa. Est-ce que ça nécessite, au moment où on prend cette décision de ne plus traiter contre varroa, est-ce qu'il y a des pertes de colonies ou est-ce que le travail de préparation que tu as fait avant, notamment sur cette cohésion de l'être abeille, a permis petit à petit finalement une adaptation de la colonie vis-à-vis de varroa, de sa présence,
ou est-ce qu'il faut accepter de passer par une étape de perte plus ou moins importante d'abeilles, comme certains l'ont déjà vécu? Oui, bah oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Syndrome d'effondrement des colonies, ça, je l'ai eu 2, 3 fois. C'est à partir de là que j'ai commencé. Parce que je faisais tout comme il fallait, soi-disant, hein, et en fin de compte, c'était en 2005, je crois, 2008, je ne sais plus, et moi j'avais le seul rucher et j'ai perdu toutes mes colonies. Et alors étonnamment, c'est aussi ça, aussi l'enseignement, toutes les colonies les unes après les autres, tous les jours je ramenais 2, 3 ruches mortes, c'était une catastrophe. Et la seule qui a survécu, c'est celle qui était dans un tronc qu'avait tourné un professeur dans un lycée. Il avait tourné ce tronc dans un Douglas, mais il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour les abeilles. J'ai dit, ben, tu me fais une ruche dans un tronc comme ça, hop, il avait tourné. C'est la seule qui a survécu. Alors pourquoi, je ne saurais pas dire pourquoi. Quoi. Et donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose à comprendre dans ce qui se passe. Donc j'ai dit, moi j'ai mis les produits, j'ai mis tout ça, ça ne sert à rien. Le syndrome d'effondrement des colonies, ce n'est pas le varroa. Mais quand même, il y a un lien avec tout ça. J'arrête ça et maintenant je vais voir vraiment comment les colonies vont faire. Et donc j'avais de plus en plus d'essaimages, j'avais déjà beaucoup d'essaimages. Il y a eu exactement l'essai qui a été fait sur l'île de Gotland, hein, en Norvège, vraiment, où on avait mis des colonies pour voir comment elles résistaient. En fait, quand elles essaimaient beaucoup plus, c'est normal. Hein. Vu qu'elles meurent plus, elles vont se reproduire plus hein, pour pas que l'espèce se perde. Et donc elles ont essaimé beaucoup plus. Et petit à petit, j'ai retrouvé un équilibre. Il y a eu de nouveau un effondrement des colonies. On avait ça général ici chez nous. Et là, c'était sûr que c'était lié à des pesticides qu'il y avait dans les champs, hein, une rémanence dans des facélies qui avaient été semées. Mais de nouveau l'essaimage. Hein, et maintenant, il y a quelque chose qui est un peu stabilisé. Le nombre de ruches aussi que moi j'ai décidé d'avoir, je ne vais pas plus avoir 50 ruches, hein, j'ai plus qu'une vingtaine, ça me suffit. Mais tout ça, ça se maintient régulièrement. Par contre, la production de miel a complètement diminué, ça c'est évident. Alors, il n'y a pas que l'histoire du varroa. Les plantes qui nous mettent un petit peu alentour ne produisent plus du tout de nectar. Et ces années de sécheresse continue comme ça diminuent la production de nectar. Il y a une production de nectar très très courte. Alors il faut des colonies très fortes, c'est le paradoxe. Quoi. Donc même en ayant plus de colonies, la production de miel a quand même diminué. Elle n'a pas chuté, mais elle a quand même diminué. Quoi. Mais moi aujourd'hui, je dirais, pour ceux qui veulent le faire, il faut oser s'attendre à perdre des colonies. C'est pas la meilleure qui va rester, c'est une histoire d'ensemble. Il y a le rucher, mais il y a aussi tout ce qui se passe alentour. J'étais entouré de producteurs apicoles avec des buckfast. J'avais beaucoup de mal à avoir une sélection aussi dans la fécondation, parce que ça, c'est un des problèmes aussi. C'est la pollution génétique. On est entouré de ruches buckfast éventuellement, et on ne peut plus maintenir une qualité de nos travail. Pas forcément l'abeille noire, mais l'abeille locale qui est adaptée. Quoi. Et ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on aurait aujourd'hui, je dirais, pour la suite, hein, si on favorise l'essaimage naturel. Et pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une approche apicole qui respecte l'abeille? C'est une vaste question, parce que toi, entre les approches qui sont un peu extrémistes vers la réensauvagement carrément en milieu sylvestre de l'abeille, est-ce que notre abeille est en capacité de se réadapter à son environnement d'autrefois? Est-ce que dans cette transition qu'on vit tous, est-ce que l'homme a sa part à la fois de responsabilité de pouvoir accompagner l'abeille dans cette transition? Et en même temps, on se rend compte, comme tu l'expliques à l'instant là sur Varroa, que laisser faire les choses, c'est accepter à un moment donné beaucoup de pertes. Donc, comment trouver un juste milieu dans cet accompagnement en fait de l'abeille dans notre époque là qu'on traverse tous? Oui, ben ça c'est la question. Ça dépend si je suis un apiculteur professionnel et si je suis un apiculteur, j'aime pas le mot amateur, mais dans amateur il y a amour, donc oui, je serai un amateur. Moi. Ça veut pas dire que les professionnels n'ont pas d'amour pour leurs animaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut considérer l'abeille comme une machine à produire, on rentre dans un système, on ne pourra plus en ressortir. Quoi. Ça ne veut pas dire que les gens ne respectent pas l'idée qu'ils ont de l'abeille, mais c'est à leur profit à eux. Si je prends l'abeille comme une entité dans un environnement, je ne peux pas intervenir dans les ruches comme le font certaines personnes. Donc produire, oui, du miel, parce que les gens ont besoin de goûter le miel, même pour certains récolter du pollen, de la propolis aussi, hein, mais pas piller, quoi. Donc trouver le juste équilibre, développer aussi un commerce équitable, parce que c'est là-dessus que tout le jeu est fait, d'un commerce plus local,
Donc, développer aussi des liens avec d'autres apiculteurs, créer des groupes, ce qu'on voudrait faire avec le réseau aussi, comme ça, d'entraide, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Au moment où je perds beaucoup de colonies, ben, quelqu'un m'a donné, même quelqu'un avec qui j'avais connu au Ruche l'école, m'a donné une reine qu'il avait fait. Mais je l'ai reçue aussi comme il l'a donnée. Et donc là, il y a quelque chose de positif. Tant qu'il y a un commerce d'argent, ça c'est mon idée, derrière les reines, par exemple, c'est négatif. Mais pour aider quelqu'un qui est dans l'ennui, pourquoi pas? Mais un temps donné, pas tout le temps. On essaye de faire du local, ça c'est évident, et on essaye une reproduction naturelle. Ça c'est plus difficile parce qu'on parlait justement des espaces de préservation comme les conservatoires. Ça a du pour et du moins bien parce que dans le conservatoire, on a une idée de l'abeille idéale, que c'est plus la peine, on ne l'a pas cette abeille idéale. On a une abeille en devenir, celle du 21e siècle. Donc il faut créer des espaces quand même, ça c'est sûr. Pas forcément fermés, mais en discussion, et ça demande des discussions, beaucoup de discussions avec beaucoup de monde, pour laisser faire les abeilles dans un espace. C'est pas un animal sauvage, c'est pas un animal domestique. Moi, l'idée, c'est que l'abeille, c'est un animal qui est libre encore. Parce qu'elle a pu être dans une ruche et partir et aller vivre dans un arbre, et l'inverse. Donc, elle fait ce qu'elle veut, en fin de compte. Si je lui laisse faire ce qu'elle veut, là, je suis dans une apiculture de respect pour elle, quoi. Et alors, ne pas nourrir avec du glucose ou du sucre, sauf si vraiment il y a une grande disette que je n'ai pas de réserve de miel, je vais le faire. Mais c'est comme tout. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, il va avoir une perfusion, ben, il aura besoin d'une perfusion à temps. Voilà. Il ne faut pas être trop extrémiste. Et puis créer vraiment des espaces de rencontre. Je crois que l'éducation est très très importante. Il y a beaucoup de peur autour de l'abeille. On a une petite école dans le village. Les instituts voulaient faire venir voir le rucher aux enfants. Les parents ont dit surtout pas parce que c'est dangereux. Donc voilà, éduquer, montrer, comme on l'avait fait à Fontvieille, les gens étaient étonnés. Ils étaient à côté des abeilles, il ne s'est jamais rien passé pendant 2-3 jours. Voilà, et on pouvait les approcher comme ça. Donc c'est vrai. Par contre, il faut être vigilant quand même. C'est un animal qui peut être dangereux. Voilà. Mais des lieux pour aussi expliquer comment vit l'abeille, de quoi elle a besoin, pourquoi c'est important dans l'environnement comme ça. Puis en tant que non-producteur de miel ou éleveur d'abeilles, ben c'est moi en tant que consommateur qui peut aussi aider les abeilles en allant voir un apiculteur local et en favorisant ce commerce-là, comme pour toute autre production d'ailleurs, comme ça. Donc l'idée d'une ferme pédagogique, c'est ce qu'on a un peu dans la région comme idée de faire, une ferme pédagogique, mais avec une dimension humaine, pas avec des opère-tours, là, comme ça. Et puis donc comme c'est un être social qui crée des liens, ben voilà, c'est se servir de cette dimension sociale de l'abeille pour faire du lien avec tout le monde. Les agriculteurs et les apiculteurs. Et les consommateurs, ceux qui apprécient l'abeille et les produits de la ruche. Oui, et c'est aussi l'idée là qu'on a développé des ruches de biodiversité. Les gens disent j'aimerais avoir des abeilles chez moi. Alors c'est nouveau aussi. Et comment je peux faire? Je ne veux pas récolter de miel. Ben, on peut vous proposer un modèle, par exemple, de ruche de biodiversité en paille ou en bois, pas en plastique. Et pour l'observer uniquement, beaucoup de gens le demandent aujourd'hui. Et je pense que les abeilles, elles génèrent ça aussi. Ouais, la ruche de biodiversité, c'est aussi quelque chose à développer, quoi. Et je te propose d'arriver à la fin de ce partage, de cet échange. Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée, que tu aurais aimé peut-être aborder, ou qu'est-ce que tu as envie de transmettre qui te paraît vraiment important dans cette période par rapport aux pratiques apicoles que tu vis d'une part, mais aussi celles que tu connais, et notamment en relation avec la thématique de cet événement sur vraiment le lien au vivant et à l'abeille. Et cette coopération, vraiment, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message important à tous ceux qui nous écoutent? Oui, c'est ce que je disais, là, c'est vraiment, je rencontre un jeune agriculteur dans le coin, moi j'essaie de ne pas penser qu'il est méchant, quoi, que moi je suis bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est en discutant. Moi, c'est vraiment des exemples. On a l'idée, puis il faut la mettre en pratique. Je suis comme ça. Il passe avec sa rampe de traitement avant 18h. Je vais le voir et je lui dis t'as pas le droit, il n'est pas 18h, par exemple. Alors, il est en colère. La deuxième fois qu'il passe, je vais le revoir et puis il me dit qu'est-ce que tu veux encore? Puis je lui offre un pot de miel. Voilà, parce que je sais qu'il aime bien, ses enfants aiment bien le miel. Et puis une autre fois, il travaillait dans le champ à côté derrière. Et j'avais ma ruche-tron, très très belle quand on regarde du dessus. C'est la couverture de notre livre Apiculture biodynamique. C'est vraiment ces belles constructions naturelles de cire.
Je dis, viens voir, sans voile, sans rien. Je dis, viens voir. Il me dit, quoi? Mais t'inquiète, tu risques rien. Je soulève le capot comme ça, puis on entend ça comme ça. Et je dis, regarde, il regarde. Et je dis, c'est beau. Hein. Et puis c'est tout. Ce soir, ça suffit plus qu'un leur discours, je trouve. D'accord. Là, tu viens d'évoquer un livre que tu as coécrit avec plusieurs autres personnes. Tu peux nous en dire quelques mots sur ce livre? Comme ça, je mettrai le lien dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés par cette approche biodynamique de l'apiculture. Tu peux nous parler en quelques mots de cet ouvrage collectif? Ce livre, en fin de compte, mûrissait depuis pas mal de temps. On faisait des séminaires, puis on rencontrait des personnes de Belgique, de Suisse, un petit peu partout. Et on a eu envie un petit peu de concentrer un peu toutes nos recherches sur ce livre-là, que ce soit l'aspect scientifique, l'aspect pratique, philosophique et technique d'apiculture. On a regroupé ça dans ce livre d'apiculture biodynamique qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Maintenant, on ne le trouve pas en librairie. On l'a sur les stands de biodynamie, mouvement de biodynamie, et même aux éditions de Terran aussi. Je fais de la publicité en passant. Mais à tous les amis qui diffusent ce livre, merci à tous en tout cas. Et d'ailleurs, ce livre va être en réédition dans 2-3 ans, je pense, avec de nouveaux sujets. Vu que tout est en mouvement, on ne peut pas s'arrêter sur un livre, quoi. Il faut continuer constamment. Voilà. Très bien. Thierry, un grand merci pour ce partage qui, j'espère, aura interpellé beaucoup de personnes. Et merci pour toutes ces informations sur la biodynamie et sur la manière dont tu accompagnes les abeilles au quotidien et comment on peut être dans une meilleure coopération avec elles. Et avec les autres apiculteurs. Et avec les autres apiculteurs et avec le vivant, puisqu'on fait partie du vivant, on n'est pas séparés de tout ça. Non, c'est ça, exactement. On est tous dans la même nature. Ok, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Oui, au revoir.